Je reçois maintenant le journaliste Jean-Marie Ponto pour l'apparition chez Grasset de son enquête « L'homme qui en sait trop, Alfred Sirven et les milliards de l'affaire Elf ». Jean-Marie Ponto, bonsoir. Donc c'est chez Grasset, c'est avec Gilles Guettner, qui est un journaliste aussi connu, qui a publié quelques bouquins. Donc c'est consacré à Alfred Sirven, qui est aujourd'hui est en fuite. D'abord, je vais parler un petit peu de vous. Vous êtes un peu le symbole aujourd'hui du journaliste d'investigation, comme l'a été Jacques de Rogy à une époque. D'ailleurs, vous avez signé de nombreux livres avec lui. Oui, ça a été un peu mon maître et mon modèle. Voilà. Et alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que chez les journalistes d'investigation, il y a une espèce de compagnonnage, c'est-à-dire vous avez été formé par de Rogy et vous formez Jérôme Dupuis, non? Oui, absolument. Je crois que c'est assez sympathique et on a besoin un peu dans ce domaine-là, d'une filiation un peu intellectuelle et puis des gens qui vous installent. Qui vous donnent un peu des tuyaux, des réseaux et tout ça. Qui vous mettent les réseaux et puis c'est bien d'être deux aussi. Ouais. Alors, vous l'avez rencontré comment, de Rogy? Il y a une anecdote que je ne connais pas d'ailleurs, mais vous allez nous raconter. De Rogy, je l'ai rencontré sur le trottoir en face du Canard enchaîné, le lendemain du jour où des plombiers avaient installé des micros. En fait, c'était des gens de la DST, on le saura plus tard. Et on s'est rencontrés parce qu'on était tous les deux devant. Moi, j'étais très impressionné parce que pour moi, c'était l'homme de l'affaire Ben Barka quand même. Et on avait 20 ans de différence. Et puis après, je crois que j'ai un tout petit peu impressionné parce qu'on a fait quelque chose de fou. C'est-à-dire qu'on a identifié un policier et on a emmené la concierge du Canard enchaîné devant chez le policier pour qu'elle le reconnaisse. Ce qui nous a valu d'ailleurs d'être condamné pour le droit à l'image. Et donc, il m'a pris effectivement sous son aile, il m'a introduit dans ça, ce qui était le début du journalisme d'investigation. Il était le premier journaliste d'investigation en France. Bah oui. Alors, je vais vous citer les livres que vous avez faits avec de Rogy ou seul, et vous allez me dire à chaque fois le plus qu'il y avait dans le bouquin. Alors, par exemple, Enquête sur les affaires d'un septennat chez Lafon en 81. Ça, c'était quand même la première fois qu'on racontait les affaires politico-financières en France sous le règne d'un président de la République. Moi, j'avais été particulièrement frappé par l'affaire Boulin. Par le descente aux enfers de cet homme. Alors, Enquête sur les mystères de Marseille, toujours chez Lafon en 84. Oui, alors ça m'a valu d'être traité de chien de poubelle par Gaston Defferre. C'est la première fois. Il y avait toutes les affaires de Marseille, l'affaire d'Oriol, du Sac. Ah oui, c'est vrai, dis donc. L'affaire Lucet qui s'était mis 2 balles de revolver. C'est vrai. Oui, le patron de la Sécu, Lucet. Le patron de la Sécu. Oui. Vous savez, Marseille, à l'époque, c'était extraordinaire. L'assassinat du juge Michel. Alors, on se dépêche. Enquête sur 3 secrets d'État chez Lafon en 86. Ça, c'est essentiellement l'affaire Greenpeace. Greenpeace. Grosse affaire, parce qu'un ministre démissionne à la suite d'une enquête de la presse. C'est la première fois en France. Enquête sur un carrefour dangereux, Fayard 87. Ça, c'est le vrai faux passeport Chalier. C'est d'abord l'affaire. C'est toutes les grandes affaires. C'est l'affaire du Bujumbura, d'abord, c'est du sommet faux coffrier, et ensuite le vrai faux passeport Chalier. Enquête sur les ripoux de la côte. Les ripoux de la côte, ça, c'est un classique. Il nous a valu quand même quelques menaces, mais. Alors, seul, ça c'était avec de Rogy. Seul, vous avez fait l'attentat, le juge Bruguière accuse la Libye chez Fayard en 92, ça on connaît le... C'est la preuve que la Libye était l'auteur de l'attentat du décennie. Vous avez trouvé un témoin congolais absolument, qui est le premier qui a témoigné en fait. Qui racontait. Alors avec Jérôme Dupuis dont nous parlions, qui est le successeur, c'est héréditaire le journaliste d'investigation. Les oreilles du président chez Fayard en 96 sur les écoutes téléphoniques. Ça c'était les écoutes téléphoniques de l'Élysée où on donnait la liste, une grande partie de la liste des personnes écoutées par l'Élysée. Enquête sur l'agent Ernu, Fayard 97, c'est est-ce qu'Ernu travaillait ou non pour les services de l'Est. Mais il y avait un dossier à DST apporté par un chef des services roumains. Enquête sur la mort de Diana en 98 chez Stock. Vous avez trouvé quelque chose. Vous dites, sur l'affaire Diana, vous dites qu'en fait c'est un vrai accident. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute pour vous. Aucun doute. Donc ce que dit Mohamed Al-Fayed, vous pensez que c'est de la tristesse du père qui a perdu son fils. Et c'est extraordinaire ce qui s'est passé dans cette journée. C'est ça qu'on a voulu faire. C'est tout l'ensemble de la journée. Alors le livre qui nous intéresse aujourd'hui, c'est L'homme qui en sait trop, Alfred Sirven et les milliards de l'affaire Elf chez Grasset, avec Gilles Guettner, comme je l'ai dit. Alors, c'est effectivement, votre livre est intéressant parce que je dirais qu'au milieu, il y a l'affaire Elf qu'on connaît bien, qu'on connaît pas mal. Et puis, avant, il y a Qui est Sirven. C'est vrai que moi, j'étais très surpris parce que c'est la première fois, je crois qu'il y a un bouquin aussi épais ou une information aussi épaisse sur lui. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait depuis? Donc, on va s'intéresser à avant et à après l'affaire Elf. Vous pouvez vous reporter au bouquin qui est très intéressant et très facile à lire. Alors, il y avait déjà eu une affaire Sirven au XVIIIe siècle à Toulouse. Oui, en même temps que l'affaire Calas. Il y a eu quelques temps après, d'ailleurs, Voltaire a écrit sur l'affaire Sirven. Et il y a un Sirven qui a été accusé d'avoir tué sa fille parce qu'elle ne voulait pas se convertir au catholicisme et qui est parti se réfugier à Genève, ce qui était assez extraordinaire. Comme Calas avait été, autre protestant toulousain, avait été accusé d'avoir tué son fils. Et Sirven ira ensuite, Alfred, l'autre, ira ensuite à Genève. Oui, c'est ça, vous avez raison. Oui,
cavale a commencé en Suisse, donc quelques années Absolument. après. Alors, à 17 ans, Sirven rentre dans les forces françaises de l'intérieur. Hein, c'est quand même important à dire. Il était résistant, gaulliste pur et dur. Un certificat d'un général. Déjà, le goût du risque et de l'aventure, c'est... Oui, c'est un fils de famille, mais en même temps qui aimait le risque, mais qui va rompre avec sa famille, parce qu'il va épouser une fille qui a déjà un enfant, qui est un peu d'une souche... Alors, il se marie une première fois en 51. Et puis ça... Et quelques jours après, il s'engage dans les troupes de Corée. Ouais, c'est-à-dire il prend Félix Roussel à Marseille. Et il part se battre en Corée, ce qui était assez rare, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de Français qui ont fait ça. Avec des volontaires français. Des volontaires français. Il y a des volontaires français en Corée. C'est l'ONU, c'est des Américains, mais sous le pavillon de l'ONU, c'est pour la défense du fameux 54e parallèle contre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Il part en 51, il se bat pendant un an, il fait une très belle guerre, parce que c'est une guerre épouvantable. Oui, alors il a été décoré, hein, il a eu la croix de guerre, 6 citations. C'est une guerre terrible. Moi, j'ai lu, c'est épouvantable. Oui, dans les tranchées, au corps à corps avec les Coréens du Nord. Violente, vraiment. Et puis, il est blessé, il est envoyé à l'hôpital à Tokyo, parce que Tokyo est occupé par les Américains. Bon. Et là, il s'est soigné, il rencontre un déserteur que j'ai rencontré. C'est ça qui était extraordinaire. C'est ça qui est formidable. Et ce type, qui est lui déserteur, pour l'amour de deux mannequins japonais, ils commencent à faire des casses. Ils attaquent un cinéma, ils attaquent une usine, ils finissent par attaquer une banque. C'est le premier hold-up qui est fait à Tokyo. Les Japonais sont sidérés, ils pensent que c'est les Américains. Oui. C'est pour ça qu'ils sont tranquilles, parce qu'ils piquent des jeeps, et comme ils sont blancs, on croit que c'est des Américains. On croit que c'est des Américains, voilà. Mais c'est une émotion extraordinaire dans Tokyo. Ils ramassent beaucoup d'argent, et ils se font choper bêtement, parce que les Japonaises mettent du temps à se maquiller dans un hôtel. La police leur tombe dessus. Ils sont arrêtés tous les deux après une espèce de cavale assez longue. Et d'abord, le général français veut les fusiller. Ils vont à Saïgon. Ils sont à la prison militaire à Saïgon. Voilà. Alors, français, donc ils rejoignent les troupes françaises. Ils font 2 ans de prison. À Saïgon. Et ils pensent qu'ils vont passer aux assises en France, ce qui est très grave quand même. Et ils sont envoyés à Marseille. Et à Marseille, on ne sait pas quoi faire d'eux, parce qu'ils sont dans un statut précisément qui n'existe pas. Oui, c'est à cause de l'ONU. C'est-à-dire que la justice française est incompétente parce qu'ils appartenaient à l'ONU. Il y a l'ONU, c'est pavillon américain, il n'y a pas de tribunal international. Et ils se retrouvent sur la canne-bière, comme ça. Tous les deux, libres, on leur donne même leur solde. C'est important, évidemment, dans sa vie, parce que d'abord, il y a une petite fascination pour l'Asie, et ensuite, il sait ce que c'est que la prison. Ça va beaucoup le marquer, et aussi, ça va lui éviter de faire de politique, parce qu'il sait qu'il ne peut pas faire de politique, parce qu'on lui ressortira cette affaire, que personne ne connaît. Ah oui, d'accord, c'est pour ça qu'après, il a choisi, ça explique pourquoi après, il est devenu un homme de l'ombre, d'une certaine façon. Alors qu'il aurait aimé, je pense. Il aurait aimé. Alors, il a un retour à la vie civile qui est assez difficile, hein. D'abord, il commence par divorcer, parce qu'il rencontre une autre femme, à qui il fait d'ailleurs un enfant, donc il se retrouve avec 3 enfants, une d'un premier lit et 3 filles, voilà. Donc il divorce, et alors là, c'est terrible pour lui, qui a d'autres ambitions, qui vient quand même d'une famille d'imprimeurs, enfin bon. Et là, il se retrouve instituteur en Normandie, à Neuchâtel-en-Bray. Ça, personne ne savait. Ça, on a vraiment découvert ça. Mais c'est très intéressant, votre bouquin. Sirven, instituteur, c'est assez extraordinaire. Avec la blouse grise, oui, c'est vrai, d'un seul coup, quand on voit après ce qui s'est passé. Et alors là, il commence, grâce à des anciens de la Corée, il rentre chez Mobil. La firme pétrolière Mobil, américaine. Voilà, américaine. Et là, donc, il commence un cursus. Et là, il y a une promotion, mais toujours en tant qu'un rôle qu'avaient souvent les anciens militaires, c'est-à-dire de directeur du personnel. Et il fait tout un cursus, en particulier en Normandie, où il devient aussi franc-maçon. Et c'est un homme qui très vite comprend qu'il n'aura jamais le pouvoir parce que justement il n'a pas fait il a un passif, et donc il se constitue des réseaux personnels d'amitié, y compris avec les hommes politiques, en renseignant les élus locaux sur la situation sociale dans sa boîte. Et peu à peu, il se constitue des vrais réseaux d'amitié. Il est très bon pour ça. Il sait à la fois négocier avec le patronat et négocier avec les syndicats. Et il apprend à payer. Il apprend à arroser. Il apprend à arroser. Absolument. Voilà. Alors il fait Mobil, il fait la marque de cosmétiques Avon, Dusselier Bendix, là il devient DRH, enfin directeur des relations humaines comme on dit aujourd'hui, Moulinex, et il rentre chez Ron Poulenc en fait, c'est comme ça qu'il connaît Loïc Le Floch-Prigent. Qui est à ce moment-là en rentrant chez Ron Poulenc. Voilà. Et alors, quand il arrive chez Elf, enfin quand Le Floch-Prigent arrive chez Elf, il l'appelle quoi. En gros, c'est très simple toute cette histoire. Exactement. Il y a en plus quelque chose d'assez semblable entre les deux hommes, c'est que Le Floch, lui non plus, n'a pas fait les grandes écoles. Et donc ils s'entendent bien, ils se sentent bien. Et là, tout d'un coup, il arrive à la tête d'un empire énorme, gigantesque. Et avec une bande de copains, il fait un hold-up sur la société. C'est-à-dire qu'ils vont piller, il faut être honnête, ils vont piller Elf, puisque entre 89 et 93, l'instruction estime qu'il y a à peu près 3 milliards de francs. De nouveaux francs. 300 milliards de centimes. 300 milliards de centimes qui a tourné. Alors évidemment, tout ça n'a pas été entièrement
l'esprit, je veux dire, c'est pas Bien la sûr. poche. Oui, ils arrosent, Mais ils ont arrosé, mais ils ont quand même détourné des sommes fantastiques. Alors, il arrose la presse. On apprend dans votre bouquin que le journal du PS Vendredi a été largement arrosé par eux. Il arrose la Mitterrandie à travers le journal de Georges-Marc Benamou, Globe Hebdo. Il a quand même donné 20 millions de francs en 92 à Globe. Hein. On se demandait d'où venait l'argent, maintenant on le sait. Voilà. D'ailleurs, Benamou, un jour, est retourné pour demander 20 millions, mais ça n'a pas marché, je crois. C'était trop. Il arrose le fils du président, Jean-Christophe Mitterrand. Et il y a la fondation ELF qui est montée, alors ça c'est insensé, c'est monté par Fatima Belaïd, qui est la femme, enfin l'épouse de Loïc Lefroy-Pujan. Exactement, qui sera l'éphémère épouse de Lefroy-Pujan et dont il paiera le divorce 16 millions de francs. 16 millions. 16 millions, ce qui est cher pour un divorce payé par la société. Quand on lit votre bouquin, on est effondré, on devient ultra-gauche. Parce que Miura, enfin on va pas parler de l'affaire ELF, mais Miura, à un moment, pour l'affaire des frégates de Taïwan, touche juste la bagatelle comme ça de 13 millions. Voilà. 13 millions et demi. Absolument, 13 millions et demi de francs. Et c'est des commissions qui sont, je dirais, normales dans le pétrole. C'est des ordres de grandeur du pétrole. On est con, on aurait dû faire du pétrole. Oui, on aurait dû faire dans le pétrole. Putain, c'est gouré de boulot. C'est trop pire, on n'est pas en fuite ni en tôle. On parlait de Georges-Marc Benamou, on parlait aussi d'un garçon qui s'appelle Éric Guébali, qu'on a vu ces dernières années, qui travaille avec Fatima Belaïd dans la fondation ELF, qui ensuite quitte et devient lobbyeur pour l'Irak. Alors ça, je ne savais pas du tout. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce que va faire Sirven, il va prendre la tête de EAI international, c'est-à-dire Elf Aquitaine international, qui est à Genève. Bon. Et par là, il va fournir des salaires, évidemment, fictifs, ou pas fictifs, ça dépend de ça. En tout cas, les gens iront à Genève toucher leur salaire hors impôt, donc les balis. Et ça va lui permettre, effectivement, de corrompre ou de tenir ou d'aider un certain nombre de gens. Voilà. Il les achète parfois pour des vrais travaux, parfois complètement pour faire plaisir, soit un parti politique, soit à la société, soit à des amis du président. Enfin, il aime beaucoup tenir les gens importants par leur entourage. Alors, il fait ça avec le président, il prend son golfeur, son Lala, vous savez, qui est Rayard, qui est le médecin, qui fait 3 fois par semaine du golf avec Mitterrand, donc il est vraiment l'un des hommes qui voit le plus le président, et il lui achète sa maison de Louvciennes, 12 millions de francs, mais il le laisse dans la maison, ce qui est une assez bonne opération. Oui, c'est une bonne opération pour Rayard. Alors, il y a un chapitre qui s'appelle la liste d'Alfred. Alors, le problème de cette liste, c'est qu'elle a été caviardée, non? C'est que... Évidemment, on a envoyé un certain nombre de gens, mais... On a envoyé une liste anonyme de 42 noms. On sait qu'il y en a maintenant plus. Et d'ailleurs, je pense qu'il va assez prochainement en avoir une nouvelle de 60 qui a dû découvrir le juge suisse Pérodin, qui a enfin perquisitionné dans les archives. Bravo Pérodin. Ça finit par arriver. Voilà, donc après, il y a un chapitre qui s'appelle Les Maîtres du Monde. Alors là, bon, on va pas... Il y a l'affaire Elf, il y a l'affaire Lena, c'est-à-dire cette raffinerie de pétrole qui est rachetée, Elf rachète en ex-Allemagne de l'Est. Et c'est comme ça qu'ils financent Kohl. Oui, c'est une très grosse affaire d'État. Très grosse affaire d'État. Énorme affaire d'État, puisque c'est maintenant les ennuis qu'a Kohl à cause de ça. Ouais, c'est Mitterrand qui aide Kohl d'une certaine façon. C'est assez gigantesque. Et il y a l'affaire des frégates de Taïwan, évidemment. Bon. Avec De Vier-Joncourt, Dumas, André Guelfi alias La Sardine et tout ça. Tout le monde. Un joli monde. Et alors, à ce moment-là, donc, Sirven sent que l'étau se resserre autour de lui et il se revoit. C'est ça qui est intéressant dans votre livre, c'est un roman. Il se revoit 50 ans en arrière. Enfin, c'est un roman, ça pourrait être un roman. Et il revoit la guerre de Corée, les hold-up à Tokyo, la prison militaire à Saïgon. Et il dit « Je ne finirai pas ma vie comme je l'ai commencé ». Dans la violence. Oui. Absolument. Il a je crois, une peur de la prison et il veut pas être interné. Ouais. Donc je pense qu'il se rendra... Enfin, on ne peut jamais dire ça, mais je pense qu'il se rendra, se rendra pas. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il était en Suisse, et ensuite il a eu une maîtresse, une compagne qui était philippine, et il est parti où? Aux Philippines. Donc on aurait peut-être pu, depuis 97, s'interroger sur l'endroit où il était, c'était pas C'est pas dur à trouver. C'était pas sorcier. Il faut dire aussi que le mandat d'arrêt, il a mis un peu de temps à être délivré. Faut pas dire, mais personne l'a vraiment cherché. Oui, c'est la presse qui l'a délivré. C'est-à-dire qu'il sait tellement de choses que le pouvoir politique ne veut surtout pas qu'on le retrouve. Et c'est des gens comme vous, enfin vous et d'autres d'ailleurs, parce qu'il y a eu Paris Match, il y a eu l'Express, il y a eu pas mal de journalistes qui ont travaillé là-dessus. Et effectivement, il était facile de comprendre qu'il serait parti chez Vilma, sa maîtresse, aux Philippines. Alors aujourd'hui, il est là-bas. Moi, je crois qu'il est toujours là-bas. Vous savez, il est implanté dans la famille, dans le clan Medina. Il a acheté tout le monde, qui vivent de façon magnifique. Ils ont des terres, des châteaux. C'est l'oncle d'Amérique. Des maisons, c'est l'oncle d'Amérique, exactement. Et sauf que depuis quelques mois, nous en particulier, on avait été rencontrer le ministre de l'Intérieur philippin et que l'affaire maintenant commence à faire du bruit aux Philippines. Oui, j'ai vu dans votre livre, oui. Dans les relations internationales entre la France et les Philippines. C'est le ministre de l'Intérieur, il y a un des ministres qui dit d'ailleurs, nous, si on nous le demande, on le donne. Parce qu'il n'y a pas de convention d'extradition entre la France et les Philippines. C'est pour ça qu'il y a été d'ailleurs. Oui, d'accord. Donc il ne peut partir que s'il est arrêté tout de suite, parce qu'il est dans une situation illégale. Si ça traîne, il va rester 10 ans aux Philippines. Dites-moi, vous n'avez pas peur? Vous ne pensez pas qu'on va le retrouver avec une balle dans la tête un de ces matins, non?
Ça pourrait bien arriver, y compris de la part de gangs philippins, parce que ça représente beaucoup d'argent. Bah oui. Moi, quand j'étais là-bas, il y avait des gangs philippins, visiblement, qui commençaient à tourner autour. Oui, soit les Philippins, soit des gens d'ici qui ne veulent pas que ça se sache. Qui partent le voir là-bas. Alors dites-moi, donc ce bouquin, je le conseille parce que c'est vraiment, c'est la vérité, et en plus c'est un côté roman, c'est le roman d'Alfred Sirven. Voilà. De ce côté-là, c'est un homme exceptionnel en tout cas. Je vous ai fait beaucoup de compliments. On va terminer sur un bémol. Ah oui. Au moment où Jean Hedernalier, vous savez de quoi je vais vous parler là. Au moment où Jean Hedernalier prépare le bouquin consacré à Mitterrand, qui s'appelle L'honneur perdu de François Mitterrand, donc il révélait Mazarine, La Francisque, etc. Ce livre, personne ne voulait le publier, et l'Élysée faisait pression pour qu'il ne soit pas publié. Bon, moi j'ai fréquenté Jean Hederne à l'époque, c'était pas du baratin. À ce moment-là, Jean Hederne organise une mini-conférence de presse. Et il vous présente un type en disant, voilà, tout le monde s'intéresse à moi, même l'agence internationale Reuters, voilà, c'est un mec de chez Reuters qui s'intéresse à moi. Et vous reconnaissez en fait le patron de la section presse DRG à ce moment-là. Bon, et vous... C'est pour ça que je dis bémol. À ce moment-là, quand même, vous ne dites rien. C'est-à-dire, vous ne dites pas à Jean Hederne, attends, c'est le mec DRG. Vous appelez pas Jean Hederne le lendemain pour lui dire, attention, c'est le mec DRG. Non, c'est vrai. Donc vous avez laissé ce pauvre Jean Hederne s'enferrer, quoi. Oui, je crois que c'était pas très méchant parce que le type DRG. Il a embarqué le manuscrit, vous me direz. Son boulot, il a emporté le manuscrit, il a appelé en me disant, j'ai montré le manuscrit au préfet de police, qui veut pas qu'on le passe à la présidence, parce qu'il y a des trucs porno sur le président, donc on peut pas le passer. Ouais. Et je sais que peu de temps après, il s'est démasqué auprès de Jean Hederne, qui s'est occupé de lui, ils sont devenus très copains. Et j'ai raconté cette anecdote dans les oreilles du président. C'est vrai que j'ai pas voulu dénoncer publiquement ce type. Non, mais est-ce que c'est pas, alors sérieusement, est-ce que c'est pas la preuve que finalement, il n'y a pas de communication officielle en France sur les affaires de justice, et des gens comme vous travaillez beaucoup, effectivement, avec les flics, avec les... Est-ce que finalement, vous n'êtes pas obligé de temps en temps de faire ça, c'est-à-dire de renvoyer l'ascenseur en disant, tu sais, le mec, il est pas... En ne disant pas, le mec, il est de chez Reuters, Je crois qu'il y a des cas c'est des cas vraiment exceptionnels. Ça m'est rarement arrivé de me trouver dans cette situation-là. Je crois qu'en général, les choses sont bien identifiées. C'est vrai qu'on connaît des policiers, parce que il n'y a pas de mystère, il faut trouver de l'information. C'est les gens qui vous disent ça, si on ne voit personne, on n'a pas d'information. C'est clair. C'est quand même... Mais en même temps, je crois que les gens, même les policiers ne vous en veulent pas si vous sortez les choses, à condition que ce soit honnête et que ce n'est pas un coup monté. Si c'est pas de la manipulation. C'est pas de la manipulation. Si vous le sortez, vous les prévenez, vous dites, je sors ça, ils vous en veulent, enfin, ils vous font la tête pendant quelques temps, puis après, ça passe. Mais Jean Hederne, c'est compliqué parce que c'était tellement mélangé dans Jean Hederne qui lui-même fréquentait, faisait de la manipulation. Il faisait triple jeu, Jean Hederne. Oui, mais enfin bon, il a souffert à l'époque. En tout cas, non, mais vous savez, sur les oreilles du président, il nous a vraiment remerciés parce qu'il passait pour un rigolo, alors que tout ce qu'on racontait dans le livre, ça prouvait que c'était vrai. Il a été effectivement persécuté par l'Élysée et on a publié la majorité de ses écoutes. Il était vraiment heureux de la reconnaissance du livre parce que c'était la reconnaissance qu'il n'avait pas menti. Bien sûr. En tous les cas, c'est normal, je fais un peu de journalisme d'investigation avec vous, c'est la moindre des choses. Je vous remercie en tous les cas. Donc le livre s'appelle L'homme qui en sait trop, avec Gilles Guettner, donc c'est chez Grasset. Jean-Marie Ponto, qui était mon invité ce soir. Merci. On continue avec notre coup d'œil sur la sculpture, justement, en devenir à l'espace Champ de Foire de Sarcelles. Après un siècle de tentations cubistes et d'abstractions lyriques, quels seront les espaces explorés par la sculpture du 3e millénaire? Dominique Leb est allé faire la foire, Magnéto. Ils sont 6, ces sculpteurs venus des 4 coins du monde et réunis à Sarcelles autour d'une des œuvres majeures du grand artiste français Étienne Martin. Elle symbolise, je crois, une phase particulière de l'histoire de l'artiste et de l'histoire du XXe siècle. C'est une œuvre qui est articulée. Il s'agit d'art cinétique avant la lettre, puisque l'art cinétique, c'est Denise René, les années 60-65. Et donc, cette œuvre datant de 48 prouve qu'Étienne Martin était un artiste très en avance sur son temps. Jean-Claude Hugues est alsacien. Héritier de la grande tradition des artistes du métal, il se tourne volontiers vers la forme pure et l'austérité. Ici, tout est dépouillement, sobriété et construction architecturale. Je pense que ma sculpture, d'une façon générale, suggère le monumental. Elles sont toutes conçues en regard et en relation avec l'espace extérieur. Beaucoup plus, si vous voulez, que de plaire, que ma sculpture plaise, je voudrais qu'elle essaye d'émouvoir. Je crois que l'ensemble de mon œuvre est là pour objectif d'émouvoir. Hollandaise, Regina van Dijk-Lemoine s'intéresse au thème du temps qui passe. Elle utilise pour cela l'argile, mais aussi la céramique. Plus que monument, la sculpture ici est symbole ou idée.
J'ai voulu travailler sur la mémoire ici, c'est pour ça que j'ai travaillé l'argile. Je crois que la mémoire, c'est notre civilisation, c'est notre culture. Et j'ai donc on verra tout à l'heure, les écrits, les formes, tout témoigne des mémoires. Ici, on peut croire que c'est un bateau, j'appelle ça le passage. C'est des mémoires encore des gens ayant existé. C'est la porcelaine que j'utilise encore avec les autres tertres qu'on appelle le raku. Pour l'allemand Jörg Stein, la sculpture se doit d'être environnementale. C'est le lieu qui dicte l'œuvre, l'inspire et non l'inverse. The process very interesting to do just to work in the place, not just to transport my things here and pose them. I want to play with the situation, with the people and the situation. When the exhibition is finished, all the branches can go to the rubbish, you know. À travers toutes ces œuvres exposées et ces démarches différentes, l'exposition nous prouve que la sculpture contemporaine n'a plus vraiment de limites. Monumentale, idée ou jeu de l'espace, rien ne semble pouvoir, et c'est heureux, l'enfermer dans une quelconque définition. Je reçois maintenant le couturier Christian Lacroix. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Christian, vous êtes né à Arles sous le signe du taureau. Alors, Ascendant Lion. Voilà, un romancier n'aurait même jamais osé imaginer une telle coïncidence. Et c'est pareil quand on regarde vos premiers émois de mode et influences de votre enfance. On dirait que tout s'organisait finalement pour faire de vous ce que vous êtes, sans parler d'une sorte de prédestination, presque, sans parler du nom évidemment, Lacroix. Alors on va faire un... Christian. Oui, Christian Lacroix. Second prénom Marie. Oui, c'est ça. Troisième marque. Alors on va faire un peu comme dans Amarcord, on va essayer de remonter un petit peu et de voir comment tout ça c'est. Alors vous êtes né à Arles, donc je l'ai dit, mais de l'autre côté du Rhône, dans un bourg qui s'appelle Trinquetail, c'est quoi? Alors Trinquetail, c'était l'endroit où à l'époque des Romains vivaient tous les patriciens. C'est là qu'on a retrouvé les plus beaux tombeaux, les plus belles villas. On est en train de redécouvrir des mosaïques. Et mes parents, n'étaient pas du tout des patriciens, mes arrière-grands-parents plutôt. Ouais. Et ils habitaient dans une ancienne verrerie qui était un magnifique bâtiment que j'ai revu plus tard, on aurait dit Angkor Wat, parce que c'était complètement envahi par le lierre. Et par-dessous, on a retrouvé des mosaïques sublimes. Et c'était donc plutôt délétère et mortifère, parce que ça avait été infiniment détruit pendant les bombardements de 1944. Donc moi j'allais à l'école maternelle en traversant des ruines pas fumantes, mais il y avait encore des... Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde vos premiers contacts avec la mode, en fait, parce que c'est vrai que vous avez été en contact avec d'autres costumes. Ça, je crois que c'est important aussi. Par exemple, votre arrière-grand-mère paternelle, elle avait une capeline en moleskine, nouée sous le menton. Donc ça, vous l'avez vu. C'était des gens qui avaient connu le 19e, voilà, c'est ça. Le 21e siècle. Donc pour vos enfants ou ceux qui naissent aujourd'hui, on a l'impression d'être reliés presque avec le 18e. Moi, j'avais cette impression-là. Il y avait aussi les gitans qui trimballaient derrière eux des rites qui venaient d'Orient ou presque. Tous les costumes du coin, plus la tauromachie, c'est sûr. Mais c'était aussi une période où la mode était imprégnée. Il y avait une mode, une seule, qui arrivait de Paris à travers les journaux. Votre père, il allait chez son tailleur. Et il y avait, dans le magasin du tailleur, il y avait une frise comme ça de Léo Lélé, qui était une histoire du costume. Alors, qui m'a beaucoup marqué, comme la double page du dictionnaire dans laquelle se passe. Il y avait aussi cette il y avait tous les costumes dans le dictionnaire, Et puis l'ambiance chez les couturières, chez qui allait ma mère. Mon premier souvenir de mode, c'était aller sous les jupons des filles qui étaient en train de... Vous avez eu un contact avec une vraie mode d'abord, c'est une mode qui n'est pas la mode de tout le monde, d'aujourd'hui, disons, et en même temps quelque chose de très physique. Alors, côté gynécée, comme ça. Il n'y avait pas de boutique, il n'y avait pas de prêt-à-porter. Chez vos grands-parents maternels, vous trouvez un jour dans le grenier la mode illustrée, dans un grenier, la mode illustrée de 1860, et puis des robes. Alors ça aussi, c'est très, moi je trouve ça très signifiant. Une robe de bal en tissu de guerre qui était rose saumonée, par exemple, donc ce qui explique sans doute votre amour. Qui avait été faite, ma mère avait été invitée à un mariage et elle avait fait tailler ça dans un parachute retrouvé et qu'elle avait fait teindre, etc. Et une autre qui était en crêpe marocain pourpre chocolaté. Alors ça, c'est toutes les couleurs qu'on retrouve dans vos collections aujourd'hui, en fait. Des couleurs et presque des goûts, parce que c'est gustatif. C'est quelque chose dont le souvenir parle au papilles autant qu'à l'œil. Et sur le plan, on comprend mieux quand on sait ça, sur le plan artistique, disons. Tous les jeudis, vous alliez au musée, qui est une espèce de sanctuaire avec des crèches. Le musée latin qui existe encore. Et puis c'est une ville où on était complètement attiré. Aujourd'hui,
Ça fait 2 ou 3 ans peut-être à peine que j'essaie d'aller un peu à la surface des choses, mais on était attiré par un passé qui était à la fois magnifique et étouffant. Moi je lisais le grec et le latin sur les pierres, on était difficilement, je crois qu'avant les bombardements, les gens n'avaient pas été dans l'actualité du XXe siècle quelque part. Hein. Ils n'avaient pas vécu leur siècle. Ils vivaient à travers les tableaux, à travers les statues. Et tous les étés, il y avait en plus Bizet, Gounod... ça nous empêchait d'être... Moi, je n'ai jamais eu le complexe du provincial à Paris. Parce que moi, j'ai même trouvé Paris assez souvent fade par rapport à tout ce qu'on pouvait croiser entre Orange, le festival, Avignon, Gérard Philippe, Aix et Arles. Il y a un personnage dont vous parlez, c'était très félinien, c'est la fête à Trinquetail, donc dans le bourg. Il y avait une troupe de comédiens familiales qui était derrière chez vous. Un personnage qui avait un costume moitié homme, moitié femme, moitié robe, moitié smoking. Ça, c'est mon premier souvenir de théâtre avec le carton-pâte, les portes qui claquent et on veut croire que c'est une porte. Et ce personnage qui, selon l'angle qu'il présentait, était selon l'éclairage du soir sur un smoking. On comprend maintenant pourquoi vous faites des costumes de théâtre. Et alors, il y avait la fête du costume le premier dimanche de juillet, puis les arènes. C'est-à-dire que vous dites le monde venait à nous, c'est-à-dire il y avait Cocteau, il y avait Picasso. Moi j'étais à côté de Picasso, à côté de Cocteau, et les femmes se devaient d'être le jour de Pâques. C'est une ville où on pratique la religion ardemment, mais d'une manière aussi païenne, parce qu'elle est connectée avec beaucoup de choses de l'Antiquité. Et c'était un rituel d'élégance, c'est-à-dire que ma tante se souvenait d'une robe qui avait nécessité 30 mètres de crêpe de Chine à poids. Alors c'est vrai qu'Arles c'est assez métissé parce qu'il y avait les réfugiés espagnols, italiens, les juifs qui étaient venus en zone libre pendant la guerre, exactement. Les gitans, vous en avez parlé, donc en même temps il y a beaucoup de brassage, beaucoup de... C'est une ville qui aujourd'hui, après avoir été justement peut-être à l'écart de l'histoire, ou qui a voulu se croire à l'écart de l'histoire jusqu'au début du siècle, aujourd'hui est peut-être un tel syncrétisme et tellement, comme le Sud en entier, au premier plan de l'actualité, puisque c'est un carrefour entre tout ce qui peut se passer en Afrique du Nord, la mafia italienne, voilà quoi. Alors, vous partez à Montpellier, vous dites que vous auriez préféré Aix, c'était plus votre cup of tea, Aix, parce que je sais, moi j'habitais à Avignon, il y avait ceux qui allaient à Montpellier, ceux qui m'a amené à Montpellier, ceux qui habitaient à Avignon. J'aurais pas dû, ça n'a pas duré. Alors à Montpellier, vous découvrez le cinéma, la littérature, la culture d'une certaine façon. À travers les cours de Henri Agel. Je passais mon temps dans l'amphi de cinéma et là j'ai remonté tout le retard que je pouvais avoir avec les grands classiques toute la journée. Et le dandysme, vous dites j'appartenais à une petite bande extravagante d'esthètes. Là Cocteau, on devait être assez à tête à claque, mais je crois que c'est notre manière un peu d'exister. Les modes de l'époque. Oui, c'est ça. C'est Carnaby Street, les Beatles. Costume militaire. Il y avait la Churrascaïa aussi qui était là. Il y avait la Churrascaïa qui était là aussi, un autre syncrétisme social. On pouvait croiser aussi bien les enfants de Jackie Kennedy que les Rothschild et les gitans du village, et avec un DJ qui s'appelait Christian aussi. Et qui avait Pélatan, qui allait chercher directement à Londres et à New York les maquettes d'Hendrix. Il faut expliquer à nos amis. Mélangeait, et c'était les premiers temps où on recommençait à écouter des musiques un peu nostalgiques de 20-30 ans avant. Ça, c'est un phénomène qui aujourd'hui est les remixes, etc. Et qu'il mélangeait avec de l'opéra. Donc là, il faut expliquer, la Churrascaïa, c'est une boîte en plein cœur de la Camargue. En général, on s'enlise à 7h du matin quand on revient. Et c'est vrai que c'est un endroit qui a été l'ancêtre du Palace, c'était l'ancêtre de toutes ces grandes boîtes qu'il y a eu dans les... Fabrice Emmer, quand il a fait le Palace, a dit « Je veux faire la Churrascaïa ». Oui, c'est ça. C'était un pilier de la Churrascaïa. Alors après, vous débarquez à Paris, donc le parcours traditionnel, disons, français en tous les cas. Vous échouez au concours des conservateurs de musée. Premier échec de votre vie. Parce que c'était... c'est ça. Alors, comme il faut un minimum d'orgueil quand même. Et, je me suis dit que c'était un signe et qu'il fallait bifurquer vers ce que peut-être je n'avais pas regardé en face, qui était plus vraisemblablement à l'époque le théâtre, la parure et le costume plus que la mode. Puis, vous allez voir Marie Rucki qui était au Studio Berceau, qui est toujours, et qui vous dit de montrer vos... Ça vous dit vous êtes un peu vieux. Un peu vieux, et c'est très cher chez moi. Alors peut-être que si vous allez de ma part voir Saint-Laurent-Berger, et puis à l'époque Tarlazzi et Lagerfeld. Et c'est ce que j'ai fait. Et vous avez fini par rentrer chez Hermès. Et là, vous rencontrez celle qui est devenue votre femme. Je la connaissais depuis presque 10 ans. Je l'ai rencontrée 10 ans après mon arrivée. Ah bon? 10 ans après, 10 jours, lapsus, pardon. Ah bon? Vous la connaissiez déjà à ce moment-là, Françoise Lacroix? Je suis arrivé en octobre, je l'ai rencontrée le 1er novembre 1973. Ah oui, c'est une prédestination aussi. Alors vous dites en parlant d'elle, c'est une phrase, elle m'a fait quitter la porte étroite pour prendre la voie royale de mes préférences. Tout est dit. Tout est dit.
Et alors là, vous devenez l'assistant de Guy Paulin. Bon, après, on rentre dans la carrière, disons, plus Là, j'apprends plus la couleur et puis traditionnelle. je fais mes armes sur le terrain parce que moi, couper, si je suis très franc, c'est pas quelque chose. La technique n'est pas quelque chose. C'est les ambiances qu'on peut faire autour d'une collection qui m'intéresse. Mais avec lui, j'ai appris la modernité, cette chose très impalpable, très fugace, qui fait que les choses ont une saveur et en même temps on peut les appréhender, les porter avec un sentiment quand même de nouveauté. Vous allez chez Patou. Oui, alors là, c'était comme dans les films, quand Ouais. la star se casse la figure et Ouais. que la doublure arrive. Bon, je n'étais pas doublure, mais le styliste qui était là à l'époque était malade, quoi. Et en un mois, il a fallu trouver un remplaçant, donc je suis arrivé. C'est bien, non? Et vous montez votre boîte. Donc, votre première collection, 26 juillet 87, la Maison Lacroix. Et là, c'est le succès mondial. Ça a été très, très rapide, non? Bon, moi, je m'inscrivais à l'époque inconsciemment, bien sûr, et vous aussi d'ailleurs à l'époque. Nous tous, avec la musique, avec le reste, dans ce qu'on appelait la Movida en Espagne, Ouais. quand le Sud a repris un peu le dessus par rapport Ouais. au Nord. Aujourd'hui, la tendance arrive plutôt d'Anvers après avoir soufflé de Londres ou de New York. Mais à l'époque, c'était le Sud. Donc, Vous avez réhabilité le Sud, d'une certaine façon, en France. avec beaucoup d'autres, oui. Vous avez- L'époque des non, Gypsy Kings, oui, d'accord, mais enfin, vous avez une importance, sans le complexe. Au-delà même de la justement. couture, vous avez été... Et à travers le Sud, on traîne tout ce que les Gitans traînent et tout ce que le Maghreb peut nous apprendre. Mm. Et je crois que la Méditerranée n'est Et un jour, vous mère avez, à tous, hein. vous avez dépassé ça. C'est-à-dire qu'à un moment, vous vous êtes dit, vous êtes trouvé un peu empêtré dans cette Quelque posture part, je m'étais sudiste. présenté, c'était un peu une carte d'identité. Alors pendant quelques années, quelques saisons, il y a eu une sorte de flottement pendant lequel je me disais, est-ce que j'ai le... Bon, ok, il y a une étiquette, elle est là. Autour de moi, on avait tendance à me dire qu'il fallait pérenniser cette chose-là. Et moi, je me sentais un peu comme un papillon qu'on avait Oui, piqué sur un prisonnier, bouchon. quoi. Ouais. Et je m'intéressais à beaucoup d'autres choses que je me permets de montrer depuis à peine 3-4 saisons, parce que sinon je risquais la schizophrénie. Je Genre crois un que c'est grand bien, écart. oui. Vous l'avez dépassé, c'est bien. Parce Pour que je pas... n'allais pas devenir un santon, le ravi. Oui, c'est ça. Sinon, on fait Soleillado. Le marketing, vous poussez là-dedans, d'une certaine façon. Oui, une sorte de... oui, je pense qu'il était de coutume, alors que je pense qu'une maison doit rester vivante en évoluant, et que si moi je suis cohérent avec mes goûts et mon travail, les gens peuvent suivre. Alors, bon, Mais c'est dangereux. Oui, Mais c'est bien sûr. dangereux. La dernière collection, par exemple, qui a Ouais. été médiatiquement accueillie d'une manière unanime, presque magique, a été perçue avec un peu d'embarras par certaines clientes qui avaient un peu Oui. perdu C'est pas ça, du quoi. Lacroix. Ouais. Ouais. Mais alors donc après, il y a eu les accessoires, le premier parfum qui n'a pas marché, puis le deuxième qui marche. Surtout aux États-Unis, ouais. Hein, oui, ça Aux marche bien, États-Unis, oui. Le prêt-à-porter, voilà. Et puis alors, bon, c'est un peu la panoplie, quoi. Toi aussi entre dans le monde merveilleux de Christian Lacroix, mais vous n'avez pas quand même. Comment vous vivez cette marchandisation de votre, non seulement de votre image, mais de votre univers, de votre nom, d'une certaine façon. Est-ce que c'est... Avec un certain recul, moi j'ai l'impression que quand Dior avait écrit ses mémoires, il avait titré ça Christian Dior et moi, parce qu'il disait toujours qu'il avait l'impression qu'il était resté le paysan de Normandie qui regardait le couturier de l'avenue Montaigne. Moi c'est légèrement ça, mais je suis très content de voir cette chose-là. Ça c'est magnifique, je vais montrer ça. Ça Je suis content, je l'ai fait. Donc, regardez comme c'est beau, ça d'abord, ça c'est très... vous êtes très intéressé c'est par pas pour dire que c'est bien, mais c'est bien. la deuxième partie des années 40, hein, on voit Il y a bien le ça. stuc. Alors il y a à C'est pour l'intérieur... dire que j'ai envie aussi d'aller vers d'autres choses et pourquoi Voilà. pas l'édition, quoi. Et là, vous avez fait des livres avec... Parce que le marketing, le merchandising, pourquoi pas, mais si on le fait avec conviction, en essayant d'aller un tout petit peu plus loin, là c'était une plaquette qui était destinée C'est très beau. simplement à être... Alors il y a une lettre, voilà, ça c'est l'écriture de Christian Lacroix. Moi j'ai la chance de Voilà, temps en temps de recevoir des lettres de vous, je le sais. Voilà l'écriture de Christian qui est pour un magnifique. facsimilé, donc je m'étais Très, dit très belle plutôt que calligraphie. d'avoir Ouais. une sorte de dépliant avec les prix, etc., pourquoi pas C'est traiter chaque vachement beau. page d'une manière un peu Mais spéciale. je dis pour tous nos amis, c'est Thames and Knudson, non, il y a un livre de vous, enfin que vous Il y avez en fait a avec deux, Moriès, qui sont s'appelle peut-être Pêle-mêle. réputés, je sais pas. Ouais. Il y en a un qui s'appelle Pêle-mêle, l'autre Ouais. journal d'une collection, et puis j'en ai fait d'autres, toujours avec Moriès sur les décors et les styles du XXe siècle. C'est ça, c'est tout votre univers, parce que c'est vrai que ça ne se limite pas à la Mais c'était un couture. peu comme des analyses, parce Ouais. que ça m'avait permis, moi, de tourner la page à la fois sur le Sud, avec, sur le passé qu'on vient de reparcourir à travers Pêle-mêle, Ouais. et sur les collections inspirées du Sud et de l'histoire avec Journal d'une collection. Alors comment vous définiriez aujourd'hui? Parce que finalement, vous faites des costumes de théâtre, des costumes d'opéra, des costumes de film. Vous aviez fait les costumes des amants du siècle de Diane Curie. Vous allez faire les... J'étais très fier du vous allez faire les Molière costumes de que Tosca j'avais eu avec de Fred. Je vais Benoît faire- Jacot. Ouais, ouais. Vous allez faire les joyaux de Balanchine à l'Opéra Garnier en décembre 2000. Bastille, ouais, Vous Bastille. faites des bijoux, vous allez faire une ligne pour enfants. Le TGV, alors est-ce que vous n'avez pas peur comme ça
Non. Non. Une synergie, non, c'est une sorte de force centrifuge. Un peu. Ouais. Moi, j'ai besoin que toutes ces choses-là interpénètrent et se nourrissent. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur la présentation de la future voiture Renault. Ouais. J'y vais si ça m'intéresse, j'y vais pas parce que Bien je sûr. sens que... Ouais. Et je trouve ma cohérence là-dedans. Je crois que faire des robes de la mode et uniquement ça, c'est pas suffisant. Je crois que si on travaille sur la mode, on travaille aussi sur un mode de vie, sur un univers dont tout ça fait partie. Ouais. Ça s'appelle comment, ça? Quelqu'un qui dessine des robes, des Concepteur, livres, des... styliste, il y a le mot anglo-saxon designer qui est bon, quoi. Ouais, ça vous va, ça, designer? Pour aller vite. Alors je dis à nos amis, j'y pense là, évidemment ça c'est pas un livre qu'on peut acheter, le livre c'est pêle-mêle, puis il y a le journal de collection. C'est accompagné de la présentation d'un parfum, mais je montrais pour voir comment tout ça est fait, avec quel soin et quel goût surtout. Alors est-ce que vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Non mais est-ce que vous êtes devenu ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes exprimé? Ouais, en tout cas, ouais, en ce moment je suis qui je suis, et puis demain on va voir, quoi. Ouais. Mais là je pense que j'ai remis un peu avec cette année, j'ai remis un peu les pendules à zéro, ça c'est bien. Table rase, pas mal. Vous êtes une vraie star parce que vous êtes timide. Les vraies stars sont timides. Alors vous aussi? Vous dites, oui, je suis très timide, vous vous en souvenez. Christian, vous étiez des premiers à venir me voir quand j'ai commencé à faire de la télé il y a 15 ans et votre soutien m'a été précieux. Timide, ouais, c'est sûr. Oui, donc vous dites dans le final des défilés, j'aime pas aller sur le podium. Mais c'est vrai, quand on assiste à vos défilés qui sont des vraies fêtes, quoi, des messes, c'est vrai que vous avez du mal à monter à la fin, vous êtes toujours un peu gêné ou c'est un jeu? Je trouve que c'est un rite un peu pas très utile, quoi. Je vois pas. Ouais. Non, franchement. Vous voulez ça vous... Non, c'est mon travail qui parle. Ouais. Et ça va vos affaires avec le groupe Arnaud? Parce qu'on a très ça se passe bien. Très bien. J'ai dîné avec mon actionnaire principal il y a une semaine et tout va très bien. Ça va. C'est difficile, non? Le rapport du commercial avec l'artistique. Non. Ça va? Il faut que ça soit comme ça. C'est de cette lutte. Parce que on peut pas. Oui, je crois que c'est de là que naissent les choses. Ces contraintes. Non. Je crois que dans la liberté totale, on travaille mal. Mais là, il y a beaucoup à faire. Ouais. Très bien. Je vous remercie en tous les cas d'être venu, Christian. À bientôt. Merci de m'avoir reçu. On enchaîne avec notre visite guidée en compagnie de son compatriote Andrzej Wajda de l'expo Malczewski au musée d'Orsay jusqu'au 14 mai. Ce prince de l'allégorie a dépeint dans ses fresques les frasques de la nation polonaise et Stéphanie Tresse en a vu de toutes les couleurs, Magnéto. Le musée d'Orsay vous invite à découvrir Jacek Malczewski, peintre quasiment inconnu en France, mais figure majeure de l'art polonais au tournant du siècle. Contemporain de Van Gogh, Malczewski s'inscrit dans la grande tradition de la peinture d'histoire qu'il renouvelle pour évoquer le destin dramatique de son pays. Grand admirateur et connaisseur de l'œuvre de Malczewski, le cinéaste Andrzej Wajda s'en est même inspiré dans certains films, comme ici dans Le Bois de Bouleau. Il évoque pour nous la figure de cet artiste. To jest bardzo istotny artysta, który w momencie, kiedy nasza egzystencja narodowa budzi się do życia, bo to jest wszystko przed I wojną światową, pokazuje świat sztuki. Autoportret, w tych wszystkich obrazach występuje mężczyzna. Zawsze to jest artysta, on sam. To znaczy, że sztuka jest ważna, że sztuka ma coś do powiedzenia społeczeństwu, nam, Polakom. La très grande toile Mélancolie peut être lue comme une synthèse historique des 100 dernières années de la Pologne. L'atelier du peintre devient une scène où se déroule le drame national, tragique à cause des batailles perdues dans la quête d'indépendance. Ale Wyspiański trochę tak jak surrealiści miesza różne rzeczywistości. Wprowadza nagle postacie mitologiczne, tak jak tej studni. Dans ses compositions, Malczewski mêle de nombreuses sources d'inspiration à son imaginaire débordant, ce qui rend parfois le décryptage difficile. Mais cette part d'énigme contribue au pouvoir de fascination des toiles. To bardzo przypomina nasz sposób widzenia świata, mówię nasz, filmowców, że to jest wszystko w ruchu, że to się wszystko widzimy jakby bez początku i bez końca. To jest właśnie nowa kompozycja u Wyspiańskiego, bardzo taka, bym powiedział,
taka czynna. L'aspect le plus frappant de l'œuvre de Malchewski est sans doute l'impressionnante série d'autoportraits. Si le costume et la coiffure varient, l'expression de l'artiste, conscient de l'importance de son rôle, toisant le spectateur, demeure la même. Sztuka nie potrzebuje innego wytłumaczenia jak sama siebie. Artysta siebie pokazuje na obrazie, dlatego że on dla siebie jest najciekawszy. Je reçois maintenant Hector Bianchiotti pour l'apparition chez Grasset de Comme les traces d'un oiseau dans l'air. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Comme les traces d'un oiseau dans l'air, est-ce que là aussi c'est la dernière phrase du livre qui donne le titre à l'ouvrage, un peu comme les deux précédents livres de votre trilogie autobiographique, Ce que la nuit raconte au jour et Le pas si lent de l'amour. Alors, vous avez dit en parlant de cette trilogie, en parlant d'autobiographie en général, d'ailleurs vous avez dit, toutes les autobiographies d'écrivains sont fausses, parce que quand on écrit des romans, les mots ont déjà pris le dessus d'une certaine façon. Est-ce que donc c'est valable pour celui-là aussi? C'est vrai, c'est vrai. Je crois que tout le monde peut écrire son autobiographie, sauf un écrivain. Bonne réponse. Alors, c'est un retour sur vous-même, exactement comme les deux précédents, sauf que là, c'est le retour en Argentine, 40 ans après. Vous étiez retourné il y a 25 ans, quand vous avez été élu à l'Académie française une première fois. Oui. Enfin là, c'est le grand retour. Alors effectivement, destin, je le dis pour les gens qui ne connaissent pas Hector Bianchiotti, destin absolument extraordinaire, parce que vous êtes parti, vous étiez un enfant, enfin un jeune homme pauvre et révolté, et vous revenez en académicien français. Donc c'est absolument... c'est incroyable. Oui, ce n'était plus moi-même. Oui. Moi-même, c'était ce qu'on disait dans les journaux, dans la télévision. C'est ça, vous vous regardez un peu dans le regard des autres, dans ce retour sur vous-même qui cette fois passe par l'Argentine. Oui, j'ai joué le rôle. Ouais. Mais en fait... Oui. Ce qu'on décèle très bien à la lecture de votre livre, c'est que ce parcours exceptionnel, finalement, remplacera jamais la perte des êtres. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de nostalgie des gens et des êtres, finalement, que même votre réussite absolument exceptionnelle ne vous fait pas oublier. Oui, non. Tout ce que j'ai vécu, évidemment, c'est assez extraordinaire. Mais... quand on a dans la vie quelque chose d'extraordinaire, on devient très monotone, vous savez. Ah bon? Ah oui, parce qu'on répète toujours les mêmes choses. Oui. Ah oui. Parce que les phénomènes sont là. Ce ne sont plus mes livres, ce sont les choses qui me sont arrivées. Alors, dès l'aéroport de Cordoba, vous retrouvez vos frères, vos sœurs, et on sent très bien que votre personnalité, votre moi est déjà envahi par d'autres moi, et finalement, à partir de là, vous recomposez complètement. Donc c'est là, vous faites œuvre d'écrivain, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un retour à la fois intellectuel, un retour presque métaphysique sur vous-même. Oui, exactement. Exactement. Je ne pouvais pas être moi-même, je ne pouvais pas rendre à mes frères ou sœurs l'image réelle, la mienne qui est aussi inquiète que le jour où j'ai quitté de l'Argentine, parce que pour moi, l'avenir est toujours là, devant, et il faut faire, il faut travailler. Non, je devais dire que oui, qu'ils avaient raison, que j'avais réussi. Ouais. Voilà. Alors, vous vous rappelez, enfin bon, le livre, on ne peut pas raconter un livre à la télévision, il ne faut surtout pas le faire, mais enfin, il y a un moment qui est assez, moi en tous les cas, qui m'a touché, cette espèce de blessure qui vous était infligée par un camarade de séminaire au sujet de votre mièvrerie, donc bien au départ, c'est « tu as une sensibilité incontinente », qui est une phrase très très violente, oui. Qui vous décrit très bien d'une certaine façon. Oui, parce que finalement, mon danger, c'est au fond le sentimentalisme. Ouais. Le sentimentalisme est une chose très argentine, vous savez. On vit dans la nostalgie. La nostalgie de quoi? C'est un pays qui n'a pas de passé, c'est un passé très très jeune. Vous savez, les Indiens n'ont pas laissé de traces dans les paysages. Et puis, qu'est-ce que c'est que la nostalgie? C'est pourquoi on n'est pas en Europe. Oui. Voilà. Oui, encore pire qu'aux États-Unis, oui. C'est une espèce de... D'ailleurs, il y a des rues de l'avenue Santa Fe à Buenos Aires, c'est l'avenue Montaigne à Paris. On sent bien qu'il y a une nostalgie architecturale déjà. Oui. Est-ce que c'est pas le mélange aussi un peu bizarre
d'Espagnols, d'Argentins, et puis l'âme juive. Moi, j'ai compris le tango le jour où j'ai compris qu'il y a eu beaucoup de Juifs à Buenos Aires, non? Est-ce que c'est pas ce cocktail un peu improbable entre des Italiens, des Juifs, des Espagnols, oui, bien sûr, qui donne l'âme argentine? Bien sûr, mais l'âme argentine, les Argentins, par exemple, disent que nous n'avons pas d'identité. Oui. Alors je leur dis que l'identité argentine consiste à ne pas vouloir être argentin. Et c'est ça une sorte ça, l'âme argentine. Mais ils recherchent encore les origines du tango, alors que tout le monde sait que les origines du tango, c'est que le tango est argentin. Ouais, oui. Bon. Non, mais c'est vrai, quand on voit... Il y a une âme argentine, parce que quand je vous vois, je vous interviewe, quand on interviewe Alfredo Arias, quand on rencontrait Coppi à l'époque, ou quand on rencontre Georges Lavelli, il y a quelque chose de très commun aux Argentins. Alors évidemment, je suis incapable, et puis c'est pas le lieu de le définir, mais il y a une âme argentine, c'est clair. Oui, bien sûr. Alors, vous parlez d'Hervé Guibert, vous dites que son enterrement, vous êtes décidé à changer le lieu du vôtre. En quoi? Non. Non? Non, je ne crois pas avoir dire ça. Non, pour moi, Hervé Guibert, c'est quelqu'un d'exceptionnel dans la mesure où je ne serai jamais sage, et c'est ce que je n'atteindrai jamais. Oui. Et j'ai vu la sagesse, parce que quelqu'un qui a 32 ans sait qu'il est malade et qu'il va mourir, qu'on ne peut pas guérir cette maladie, et qui travaille pendant 4 ans, non seulement travaille, qui jouit de la vie, fait des voyages pour voir tout ce qu'il ne connaissait pas. Je veux dire, et que sait que deux mois avant sa mort, je le croise et il me dit, maintenant, les médecins m'ont dit que je vais perdre la vue. Et cela m'agace, mais je voudrais savoir si c'est une cécité claire ou noire. Et vous savez, c'est quand même une expérience. C'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, toujours trouver de l'intérêt, même dans les moments ultimes. Alors, je parlais de votre vie, donc on va essayer de... donc, vous êtes né à Calcine en 1930. Vos parents étaient piémontais, d'origine piémontaise, exilés près de Cordoba, dans la Pampa, 6 enfants. Donc, au départ, voilà, quelqu'un tout à fait perdu dans cette Pampa, c'est le cas de le dire. Et vous avez été élevé dans la crainte de ne pas assez bien posséder la langue du pays, la langue espagnole, puisque vos parents, entre eux, parlaient piémontais, et vous étiez obligé de parler espagnol quand vous étiez petit. Et vous avez toujours eu cette peur, finalement, parce que vous dites plus tard, quand vous êtes à Paris, bien plus tard, en 62, quand vous commencez à écrire des notes de lecture pour Gallimard, vous découvrez, vous dites ce sentiment qui ne vous a plus quitté depuis, c'est la peur. Et quand vous entrez à l'académie, alors là vous dites, on pourrait penser que vous n'avez plus peur de mal manier la langue française, et alors que vous êtes académicien français, vous dites c'est encore pire, parce qu'une faute de syntaxe sous la coupole, c'est pire que tout. Enfin, pour vous, c'est l'horreur. Et encore plus dans la peur. Ça, c'est vraiment, vous dites, ce qui irradie au fond de moi, c'est la peur animale qui, comme l'amour ou la foi, ignore sa propre cause. C'est-à-dire qu'en fait, peur quand vous étiez petit de mal parler espagnol, peur de mal écrire en français quand vous êtes à Paris, et puis au fond, c'est une peur plus globale encore, une peur animale, nichée au fond de vous. Oui, ce n'est pas une peur de la langue seulement, c'est une peur qui vient du noir. Oui. Du noir dans la maison, d'un pas qu'on n'entendait pas, les bruits d'un pas, je veux dire, c'est une porte qui claque, c'est tout. C'est ça le livre, en fait, ce qui transparaît du livre, c'est ça, cette espèce de peur sourde, la peur permanente. La peur, c'est quelque chose de capital chez moi. Ça a été toujours comme ça, depuis l'enfance. Et ça, je ne guérirai jamais. Vous avez essayé? Non. Si, j'ai essayé, mais non, je ne peux pas. C'est pas possible. Alors, à 9 ans, vous allez pour la première fois au cinéma, vous êtes émerveillé, puis vous lisez des magazines avec vos sœurs. On voit très bien les images. Et vous allez, donc, vos parents vous mettent chez les Salésiens à Rosario. Alors, j'ai un cadeau pour vous. Il se trouve que je suis allé en Argentine il y a quelques années. J'ai acheté un livre sur Rosario. Donc, je vous l'offre. Ça me fait très plaisir de vous l'offrir. C'est un album de photos. C'est pas grand-chose, hein, mais c'est un album de photos que j'ai acheté là-bas. Et ça me faisait plaisir de vous le donner parce que vous en parlez très bien dans le livre. Voilà. Ça pourrait être moi. Oui. Voilà. Merci. Bien, à 12 ans, vous entrez au séminaire, donc contre la volonté de vos parents, et vous dites, ma vocation, c'est peut-être dû à la peur aussi, peut-être une façon de quitter cette peur qui vous habite, vous dites, ma vocation, c'était de devenir un saint avec auréole. Vous avez cru à un moment, finalement, que la foi, la religion, le rite, parce que vous croyez beaucoup au rite, vous avez pensé que ça vous sortirait de tout ça, ça vous aiderait à vivre? Si j'entrais au séminaire, je voulais le maximum. Le maximum, c'est la sainteté. Oui. J'ai toujours essayé d'avoir le maximum, comme c'est arrivé, alors, d'une autre façon, justement. À 18 ans, donc, vous quittez le séminaire parce qu'entre-temps,
vous avez vu quand même quelque chose qui vous a plus intéressé, c'est vous avez rencontré Paul Valéry et vous avez commencé à apprendre le français pour lire Valéry. Oui. Et la poésie pure vous a, d'une certaine façon, éloigné de, je dis pas de la foi, mais vous a éloigné du séminaire, quoi. Si, d'une certaine manière, de la foi. De la foi aussi. Oui. Oui. Oui, Vous avez perdu la foi à ce moment-là? Non. Non, en fait, si. D'une certaine manière, oui. Mais je dis au recteur que je n'avais pas de vocation. Il m'a dit la vocation peut venir. Et alors je dis bon, mais ici il n'y a pas de livre. Ouais. Et il m'a dit cette chose extraordinaire pour un recteur. Il m'a dit je vous donnerai de l'argent tous les mois. Vous achèterez les livres que vous voulez, pourvu de ne pas les prêter à vos camarades. Ah là là, c'est terrible. C'est terrible. Alors vous quittez le séminaire et vous fréquentez d'abord à Cordoba et ensuite à Buenos Aires un peu le milieu intellectuel, disons. Hein. Vous commencez à écrire des poésies, enfin, vous faites partie du milieu intellectuel de Buenos Aires. Et en février 55, vous quittez donc l'Argentine. Alors avec un billet offert par votre meilleur ami qui était devenu un mouchard du régime péroniste. Et on dit, enfin quand on parle de vous, vous en parlez aussi d'ailleurs, c'est Eva Perón, c'est votre ennemi intime. Oui, absolument. Mais il y a quelques années, 4 ou 5 ans, j'ai demandé à un écrivain qui avait connu aussi cette période de faire la biographie d'Eva Perón. Parce que finalement, 40 ans plus tard, je me disais, il y a là un problème, il y a là un secret. Et finalement, vous savez, il y a quelque chose de très beau dans ce livre, puisque c'est un livre vraiment documenté. Et elle était contre Eva Perón, et vers la fin du livre, il y a comme une réconciliation entre elle et les personnages. C'est quel écrivain? Alicia Duchovny Ortiz. Mais fabuleux bouquin, mais je l'ai lu. Ah, mais bon. L'histoire du cercueil d'Eva Perón, voilà. C'est quelque chose mais je dis à tous nos amis, alors il faut vraiment le dire, le cercueil, l'odyssée du cercueil d'Eva Perón, c'est quelque chose de complètement mystique, complètement fou. Oui, il y avait quelque chose de terrible en elle, et puis finalement, avec le temps, on se rend compte qu'elle avait fait des choses mal faites, mais très bien. Mais très bien en même temps. C'est un personnage fascinant, Eva Perón. Oui. On se souvient tous de la pièce de Copie au théâtre de l'Épée de Bois, rue de la Montagne Sainte-Geneviève. Vous étiez déjà à Paris à ce moment-là? Oui, bien sûr. Oui, vous l'avez vu. Bien sûr. Avec les commandos fascistes qui venaient casser. Oui, bien sûr. Formidable époque. Alors, bon, vous partez, vous allez à Rome, hein, parce que vos parents étaient italiens, donc assez naturellement, je vais aller à Rome. Et là, vous vivez c'est très difficile pour vous, parce que vous êtes dans la misère, hein, vous avez faim, quoi, réellement. Ouais. Vous faites un peu de figuration à Cinecittà, et vous dites vous-même, vous dites vous-même que vous êtes obligé de vous prostituer à l'époque pour survivre. Après, quand on vous voit, vous n'avez pas dû avoir beaucoup de mal en même temps. Non. Parce qu'à l'âge que vous avez, vous êtes très bien conservé. Vous savez, la prostitution peut-être n'a été qu'une chose une fois ou 2 fois. Ouais. Ce n'était pas vraiment de la prostitution, mais c'est qui est une expérience extraordinaire. Et je crois que si tout le monde avait l'expérience, par exemple, de ne pas savoir dans un pays à qui s'adresser et de ne pas avoir un toit et de ne pas avoir avec pour manger, je crois qu'il n'y aurait plus de guerre. La faim sans rien, sans autre possibilité. Ouais. Rien, être ailleurs et pas savoir même. C'est vraiment la mort qui est là, et ce qui reste, ce qu'on a à ce moment-là, c'est vraiment important. Oui, c'est clair. Oui. Il y a un film en ce moment, le film, je vous conseille de le voir, film de Michel Blanc qui s'appelle Mauvaise Passe. Ah oui. Prof de lettres qui arrive à Londres, qui a quitté sa vie, sa femme, son enfant, qui arrive à Londres et qui est un peu dans la situation que vous racontez. Alors lui, c'est différent, mais il tombe sur un type qui est gigolo et qui lui apprend à être gigolo. Et pendant toute la première partie du film, il y a ça, quoi. Il ne sait plus, il brûle sa carte bleue, il ne sait plus quoi faire, quoi. Une espèce de solitude infinie comme celle que vous racontez. Alors après, vous passez en Espagne, Paris. Alors là, vous arrivez à Paris grâce à Léonore Fini. Vous travaillez un peu à l'opéra, voilà. Et puis vous commencez, et là, alors, vous écrivez une note de lecture, je le disais, chez Gallimard. Nadeau vous fait écrire à la Quinzaine littéraire. Vous publiez des romans en espagnol, et un jour, vous vous apercevez que vous rêvez en français. Oui. Ça, c'est... Oui, mais c'est un cliché vous concernant, mais c'est très fort, quoi. Oui, c'est un cliché, mais je veux dire, c'était 20 ans où j'avais gagné ma vie en français. Parce que je suis passé des rapports de lecture, alors que je n'avais jamais parlé ni écrit le français, mais je le lisais.
peu à peu, 8 ans plus tard, j'ai écrivé des articles. J'ai travaillé à l'Observatoire 14 ans. Au bout de 20 ans de gagner ma vie en français, je ne pouvais plus écrire en espagnol. Vous avez écrit un bouquin, puis un bouquin de nouvelles. Il y avait une nouvelle, vous l'avez écrite directement en français. Je ne me souviens plus du titre, je suis désolé. Et après, vous vous êtes dit, bah, ça y est, je vais écrire. Et alors, Cioran, qui était roumain, disait que c'était très bien, finalement, de s'obliger à écrire en français parce que c'était comme une camisole de force. Une espèce de rigueur comme ça, ça rend ça plus difficile, plus ardu. Donc. Vous savez, quand on a changé de langue, on peut écrire bien, mais d'abord, toute la mémoire est artificielle et on a peur de faire une faute à chaque ligne. Oui, c'est ça, c'est votre fameuse peur. Je ne sais plus qui a dit que quand on avait 2 langues, c'était terrible parce qu'à la fin de sa vie, on n'en connaissait plus qu'une. Je ne connais plus. Je ne sais pas qui a dit ça. Oui. Et alors en 96, voilà, alors là, apothéose, et encore une fois, c'est extraordinaire. Donc vous, le petit Argentin de la Pampa, le petit gaucho de la Pampa, vous êtes reçu à l'Académie française. Alors vous avez toujours peur, on l'a dit tout à l'heure, de faire des fautes de syntaxe, mais enfin, c'est extraordinaire. Oui, mais c'est extraordinaire, c'est de l'ordre du miracle. Ouais. C'est de l'ordre du miracle, je n'avais jamais pensé, jamais eu l'idée. Et puis ça s'est présenté, on m'a poussé. Et je disais non, je ferais le ridicule, non. Et puis un jour, j'ai dit oui à Madame Jacqueline de Romilly, qui s'obstinait. Et j'ai écrit ces lettres qu'on envoie aux académiciens, disant je me présente. Et un mois plus tard, voilà, j'étais élu. Alors, pas étonnant, pour en revenir à votre livre, donc comme la trace de l'oiseau dans l'air, donc chez Grasset, enfin on le voit pendant qu'on parle. Pas étonnant que vous reveniez en Argentine, effectivement, vous soyez regardé quand même comme le Messie, ça explique quand même. Voilà. Je suis très heureux de vous avoir rencontré. Moi aussi. C'est un des plaisirs de cette émission, c'est de rencontrer des gens comme vous. Merci beaucoup. Merci. Donc je rappelle le titre de livre, Comme la trace de l'oiseau dans l'air, chez Grasset, par Hector Bianchotti, puis vous regarderez cet album, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. C'est votre ville, c'est là où vous étiez chez les Salésiens. Je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie, c'est avec plaisir. On enchaîne avec le boom des styles littéraires techno et rap. On dirait que des auteurs comme Thomas Ravier avec son remix rap de Balzac ou Thierry Vimal avec sa techno reprise d'Irvine Welsh se sont donné le mot pour faire danser les mots. De quoi sonner Christophe Sando, Magnéto. Les tags, soi-disant, c'est de la dégradation, les pochoirs, etc. Et là, celui-là, évidemment, il n'a pas été enlevé. Il est là depuis 4-5 ans. Il est toujours là. Ça veut dire que la bourgeoisie, le pouvoir en question, accepte le tag dans la mesure où le tag se met au service de son idéologie, quoi. Rebelle, stupéfiant, techno et rap culture inspire la fiction et débarque dans l'édition. Une révolution de velours comparée au choc Trainspotting d'Irvine Welsh en Angleterre. DJ littéraire, Thomas Ravier, pour Original Remix, a mélangé verlan et imparfait du subjonctif, son pari, faire une variante du Lys dans la vallée de Balzac façon banlieue. C'est l'itinéraire d'une jeune fille d'une cité du 93 qui était ma petite amie à l'époque et qui tout d'un coup j'en fais une héroïne balsacienne. Il y a quelque chose qui relève du coup d'état politique. Le rap pour les romanciers devrait être quelque chose de considérable, quoi. C'est une prise de parole par une classe qui n'a jamais eue, et c'est une langue. Moi, je retrouve la langue de Mallarmé, la langue de Céline, la langue de Joyce. Aujourd'hui, la société, avec des intérêts bien compris, c'est la première fois qu'elle reconnaît à la banlieue un corps linguistique autonome, quoi. Mais pourquoi elle le reconnaît? Parce qu'évidemment, ça lui permet de faire vendre des baskets. Si vous voulez plonger dans la transe hardcore des rêves techno sur fond d'intrigue à Chinatown, découvrez le dernier livre de Dominique Sylvain qui s'inscrit dans le mouvement du néopolar féminin. Sans doute le premier roman policier techno français, alors que depuis presque 10 ans en Angleterre, une génération d'auteurs nourrit son inspiration de l'underground électronique. Technobobo, c'est l'histoire de 2 filles qui, a priori, se jettent d'une falaise au moment d'une rave en Normandie. Tout le monde croit au suicide, sauf un de leurs amis, et il demande à Louise Morvan, mon héroïne récurrente, d'enquêter. Le milieu techno, c'est parce qu'en fait, j'aimais cette musique très naturellement, je l'avais beaucoup écoutée, j'avais beaucoup dansé, donc c'était quelque chose d'assez naturel. Je vivais en Asie à cette époque-là, et on dansait beaucoup dans les clubs, et donc ça faisait partie de mon univers, pas quotidien, mais presque. J'ai trouvé cette espèce de côté lancinant, répétitif, cette transe, que ça pouvait avoir un rapport avec le travail d'écriture. Et effectivement, dans ce roman-là, j'ai ressenti le besoin de travailler le rythme, parce que c'est une de mes préoccupations en général, et d'utiliser donc la techno pour me permettre de découvrir de nouvelles façons de travailler.
Le nightclubbing techno-trash, le niçois Thierry Vimal a bien donné. Dans Gant 8, son premier livre, il raconte sa découverte d'une nouvelle culture, ses expériences psychotropiques extrêmes, seulement pour lui la rêve a tourné au cauchemar. C'est très autobiographique parce que je trouve que déjà ce que j'ai vécu c'est un petit peu une fiction de toute façon. Ce que j'ai dû faire comme travail surtout c'est, je veux dire après une période comme ça, il y a beaucoup, on remet pas tout bien en ordre, on se rappelle pas tout bien et tout, après il faut quand même reconstruire, quoi. Il faut recréer l'ambiance. J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup moins violent que Trainspotting. Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est des gentils. Dans ce livre on est des gentils et dans Trainspotting, il n'y a pas que des gentils, ils sont quand même méchants. Nous, on s'est jamais attaqué à tes sons de bouteille, jamais. Les nouvelles sous ecstasy de Frédéric Becbédé ne sont plus orphelines. Reste à savoir si cette nouvelle tendance rap techno-littéraire va mettre en transe le lectorat et provoquer une montée des ventes. Et je reçois maintenant la comédienne Brigitte Fossé pour Parole de Prévert à la Maison de la Poésie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bientôt 50 ans de carrière, vous vous rendez compte ? Pas tout à fait. Non, mais ça se voit pas. Vous exagérez. Vous êtes très mal informé. Vous me rappelez Marcello Mastroianni. Oh, c'est gentil. Oui, quand je l'ai rencontré à Cannes, il ne savait pas que j'étais arrivée avant lui. Et il dit, mais alors, la fille des Jeux Interdits, c'est une très très vieille dame. J'étais juste derrière. Bientôt 40 ans de carrière. Donc... Alors, double actualité pour vous en ce moment-là, parce que hier soir et ce soir sur France 2, il y a une mini-série qui s'appelle Passage interdit. Vous jouez ça avec François Dunoyer de Michael Perotta, que vous comparez à Scola d'ailleurs, Perotta. Perotta est italien, il aime les gens, et il raconte des choses importantes sur un ton comique, je trouve ça génial. Vous étiez une des premières, on en reparlera, mais vous étiez une des premières vedettes, disons, du cinéma à faire de la télé avec les gens de Mogador, et finalement vous êtes J'en suis très fière. Oui. Parce qu'en fait, je venais de finir M comme Mathieu de Jean-François Adam, puis un film de Michel Deville, et j'étais en train de jouer au Théâtre de Poche, une très belle pièce de Romain Weingarten. L'été. Oui. Bravo, vous m'impressionnez là. Et on m'a proposé les gens de Mogador. C'est là que votre mari Jean-François Adam. Alors, vous savez, attention, je sais tout. Bien. Et oui, dans une autre vie, dans une autre vie. Et Feu, d'ailleurs, mon premier mari. Et finalement, quand on m'a proposé les gens de Mogador, lui y compris, ils m'ont dit, enfin, tu vas pas faire ce truc infâme, tu vas pas faire de la télévision, il faut que tu fasses du cinéma, etc. Je lui ai dit, mais écoute, moi je suis comédienne, de théâtre, de télévision et de cinéma, et je le revendique, du moment que l'histoire est intéressante. D'abord, ça vous a, les gens de Mogador, le Château des Oliviers, tout ça, et puis vous voyez maintenant, Depardieu en fait, enfin Delon en a fait, Depardieu en fait, tout le monde en fait, quoi. Vous étiez, disons, une des premières. Alors ça, c'est la première actu, c'est hier soir et ce soir sur France 2, une fois n'est pas coutume, je suis désolé, je fais la pub d'une autre chaîne. Et alors, à partir du 7 janvier jusqu'à la mi-février, vous jouez donc Parole de Prévert, bien entendu, avec Catherine Arditi à la Maison de la Poésie. Alors, c'est où la Maison de la Poésie? Parce que... Alors, c'est le Théâtre Molière, Passage Molière, ça donne dans la rue Saint-Martin, c'est juste à côté de Beaubourg. Ben voilà. Et c'est super sympa. L'ancien Théâtre Molière, quoi. Alors, vous aviez déjà joué avec la même Catherine Arditi en 88 ce spectacle sur scène. Oui, dans une mise en scène de Robert Fortune, et c'était pour 3 jours. Et puis finalement... Vous aimez bien ça, vous, les trucs comme ça? Ah oui, j'adore travailler un mois pour une journée, et puis après on reprend et ça devient un spectacle... Vous avez fait un truc sur Georges Sand, là, qui... Oui, pour une soirée au Festival de Grignan. Et un mois de boulot pour une soirée, quoi. Oui, oui, et à croquer au livre de cuisine au Creusot pour une soirée. Finalement, après, on l'a joué 6 mois au Saint-Georges à Paris, et on l'a tourné. Donc, alors, les Arditi, on va parler du spectacle, mais les Arditi, c'est quand même maintenant, c'est ma famille. Les amis, parce que, bon, Catherine, vous faites donc ce spectacle dont on va parler. Pierre Arditi, il y a eu 1 et 1 font 6, qui a eu un épisode qui a eu beaucoup de succès, mais il y en a 2 de tournée, non Là, on en a fait 4, et et on va encore en avoir 2 qui vont sortir, je pense, dans 4-5 mois. Oui, ça marche bien. Bon, alors, le spectacle de Prévert, il faut bien dire aux gens, c'est pas une récitation de poésie sur scène, expliquez-nous. C'est mis en scène, c'est joué. Oui, et puis, si vous voulez, on a essayé de monter les textes tous les 3 avec Robert Fortune, de manière à ce que ça s'articule comme dans un spectacle, comme au théâtre, et on se parle à travers les poèmes. On arrive même à un moment donné à s'engueuler, jusqu'au moment où 2 anges, comme dans les collages de Prévert, arrivent, et c'est Morissette Leibovitch et Maurice Blanchot qui viennent chanter une chanson et jouer Les Feuilles Mortes sur ma salabelle pour qu'on soit sage. Et après, on se redéchaîne à nouveau. Et c'est très agréable, Prévert, parce qu'il y a plusieurs tons, comme vous le savez. Il y a un ton comique, il y a un ton burlesque. Par moments, c'est extrêmement poétique, mais toujours genre prose, jamais
jamais ronronnant. C'est pas chiant. Non, c'est très caustique. Mais alors, Prévert, il est un peu, en ce moment, il est un peu... Voilà, les gens ont pas... Il y a eu une époque où Prévert, c'était... En ce moment, je trouve qu'il est un peu dévalorisé, non? Un peu... C'est quand même le poète préféré des Français. Ouais. Hein. Il y a une enquête qui a été faite au Parisien Libéré, c'est le Ouais. poète préféré des Français. Ceci dit, pour moi, ça a été la porte ouverte à la poésie. C'est-à-dire que quand j'allais à l'école, je ne voyais que par la poésie. Et ensuite, je suis rentrée dans le monde de la littérature. Puis que j'ai laissé tomber pour le théâtre et le cinéma. Et là, j'ai oublié la poésie. Et puis après, j'ai été très faut dire malheureuse, que- comme tout le oui. monde. Et c'est Prévert qui m'a ouvert la porte. Vous avez d'abord publié un recueil de poésie... Ah, mais ça, qui c'est récent. C'est C'est récent, depuis mon mais bon. retour. Et puis alors, dans le passé, votre père éditait à Boulogne-sur-Mer une revue de poésie. Mon Vous avez- grand-père, Votre grand-père. maternel, écrivait des poèmes et mon père aussi écrit et écrivait des poèmes. Et mon père a fait sa demande en mariage de ma mère en vers et mon grand-père a répondu en Ah, vers. c'est bien. C'est- Ouais, vous avez c'est été élevé, magnifique. vous avez été nourri au lait de la poésie. Alors, votre père était prof d'anglais dans le Nord. Vous êtes fille du Nord, hein, ça se voit de toute façon. Une ch'ti, oui. Hein, une ch'ti. Et Oui. puis alors, vous êtes venu habiter à Paris à l'âge de 9 ans. Et votre premier contact avec le monde du cinéma, c'est à Cannes. Vous alliez à Cannes, vous avez une tante qui habitait à Cannes. Vous alliez à Cannes pendant le festival. Et parlez-nous de cette maison. C'est cette maison qui avait été construite sur un jardin bâti par le jardinier de l'empereur du Vietnam. C'est là-bas? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, Ça, c'était c'était... pour vous une découverte du Midi. Mais oui, c'était exotique parce que comme j'étais du Nord et du pavé Ouais. du Nord, Mm. quand j'ai découvert les odeurs, le magnolia, le romarin, toutes ces choses extraordinaires, ou les figues, c'est admirable, ça vous prend par le nez. Moi, j'aurais aimé être née, j'adore les odeurs, le roman, le parfum est pour moi un des meilleurs romans qui soit. Et du même coup, je suis devenue moitié méditerranéenne, moitié Ouais. du Nord. Et Puis maintenant... après, vous avez eu le château des Oliviers, les gens de Mogador, parce qu'ils vous ont donné l'occasion. Enfin, surtout au moment des gens de Mogador, vous êtes bien marré au moment du tournage. J'étais un peu crevé le matin que vous arriviez sur les tournages parce que vous alliez boire des petits vins régionaux. La deuxième fois, vous étiez un peu plus sage, non? Non, Ne paradoxalement. me cachez rien, je sais tout. Non, paradoxalement, quand je tourne, je suis toujours très sage, même quand je jouais dans le Château des Oliviers où j'étais censée posséder une vigne. Mais le paradoxe, c'est que je n'ai bu beaucoup que le dernier jour de tournage. Alors bon, après, tout le monde sait que vous avez commencé évidemment avec Jeux interdits, puis c'était un tel événement cinématographique. En fait, ce qu'on sait peu, d'abord, c'est qu'au départ, René Clément avait fait un court-métrage qui s'appelait Croix en bois, Croix en feu, Croix en bois. Oui, croix en bois, croix en fer. Voilà, et que c'est Tati qui lui a dit « Pourquoi t'en fais pas un long-métrage ?» Il a décidé d'en faire un long-métrage. Il cherchait une petite fille qui avait 10 ans. Et vous n'aviez que 5 ans. Exactement. Et votre mère et votre fameuse tante de Cannes vous ont envoyé au Ruhl, à l'hôtel Ruhl, Oui, à Nice. qui a rencontrer flambé Clément. depuis. Voilà. Et vous avez rencontré Clément, vous avez été choisi malgré... Mais je dois reconnaître que c'est grâce à sa femme Bella, qui était russe, parce que quand il m'a vue, il m'a dit que j'étais trop petite, et elle a dit « Mais René, assieds-la, petite, je t'ai dit. » Et voilà. J'oublierai jamais cette Et en 51, donc vous étiez fameuse Paulette de Jeux interdits avec Georges Poujouli. Révélation, enfin vous êtes allé à Venise, c'est quoi en 52? Les scénaristes Orange et Bost. Ouais. Pas mal. Ah, pas mal. Ah oui, on en cherche des comme ça. Hein. Oh là là. Ouais, on en cherche. Tavernier a bossé avec eux. Il est pas Mais con. oui. Il est pas con. Et alors, quand vous avez fait ce film, enfin donc Jeux interdits, quand vous êtes revenu à l'école, les élèves étaient méchants avec vous. Ils étaient jaloux. Ils étaient jaloux, ils noircissaient vos petites bottes blanches. Exactement. Et votre mère vous a dit quelque chose de formidable, vous en souvenez? Oui, elle m'a dit un truc extraordinaire. Elle m'a dit elles sont jalouses parce que René Clément a fait un très beau film avec toi. Elles ne sont pas jalouses de toi, elles sont jalouses du très beau film de René Clément. Oui, mais elle n'avait pas tort. Ouais. Alors après, vous avez continué un petit peu, vous avez fait un film en Italie. En 58, vous avez fait un film avec Gene Kelly, La Route Joyeuse. C'est toujours votre tante qui vous branchait sur les coups? En fait, il s'était procuré notre téléphone à Tourcoing, il passait pas par ma tante. Ah ouais. Et il y avait un critère de sélection. C'était si ça se passait pendant les vacances scolaires, c'était oui. Si ça se passait pendant l'école, c'était non. Ah d'accord. Et vos parents étaient assez intraitables. C'est comme ça que j'ai pu voir Rome à l'âge de 7 ans. Vous avez fait un disque? Et oui, vous avez fait Rome. Rome, c'est quand vous avez fait le film. Avec Louis Jourdan et Viernalisi. Oui. C'était le premier film de Viernalisi. Et ensuite, je suis allée à Paris, j'ai connu Paris à l'âge de 9 ans et j'ai tourné au studio. Et après, alors, je ne sais pas quel âge vous aviez, vous avez fait un disque qui s'appelait Naissance de Lourdes, vous avez été reçu par le pape Pie XII quand même. Oui, et c'était l'abbé René Laurentin qui avait écrit le scénario, La vie de Bernadette. C'est incroyable, ce début dans la vie. Bah oui, succès, c'était assez éclectique, il faut dire. Alors après, vous avez une vie plutôt normale, et en 66, coup de bol, on peut dire, quoi. Albi Coco vous choisit pour le grand bol. Alors, tout le monde pensait que vous n'arriveriez jamais à vous séparer du personnage de Paulette.
Et là, tout le monde a pensé que vous n'arriveriez jamais à vous séparer du personnage d'Yvonne de Gallet, parce que c'est vrai que vous étiez... Mais vous savez, il y a un truc sur ce que je fais. Chaque fois que je fais un truc, on dit toujours, elle s'en débarrassera pas. Mais c'est vrai, oui, j'ai remarqué ça. Il y a eu la même chose avec les gens de Bocador, il y a eu la même chose avec certains films de Truffaut. Mais ça n'a pas d'importance, ça veut dire que j'ai la chance d'avoir la difficulté de toujours recommencer à zéro. Ça veut dire quand même que vous marquez les personnages, autant qu'ils vous marquent, puisqu'on pense que vous en sortirez jamais. Alors, dans le Grand Môle, quand même, vous avez découvert que vous n'étiez pas une... C'était difficile, la comédie. Je me suis rendu compte que j'étais nulle, parce que j'essayais de rechercher des sensations de l'enfance, parce que quand j'étais petite, on me disait de pleurer, je pleurais tout à fait facilement. J'étais un instrument inconscient. Mais là, j'essayais de retrouver consciemment les trucs, j'y arrivais pas, donc je me suis dit, il faut que j'apprenne mon métier. Vous pleuriez, vous inventiez des histoires tristes pour vous faire pleurer, c'est ça? Oui, et puis même, à un moment donné, j'arrivais pas à pleurer, j'étais coincée. Quand il faisait tellement froid, ça bloque, le froid, c'est pas bon pour les émotions, que Albicoco m'a donné une gifle. Alors là, je j'étais très reconnaissante, ça m'a permis de pleurer très facilement. Alors finalement, vous avez décidé d'apprendre le métier de comédien. En 67, vous entrez au conservatoire, vous travaillez avec Voutsinas, et vous retournez à Venise une deuxième fois, là aussi c'est assez exceptionnel, avec M comme Mathieu, donc de votre mari, feu Jean-François Adam. Donc, voilà. Alors, vous avez eu 2 fois de suite des collisions, je dirais, entre votre vie professionnelle et votre vie privée. La première fois, c'est ça. Pas pendant Jeux interdits. Non, pendant Jeux interdits. Mais non, mais là, c'est fou, parce que le film M comme Mathieu, c'était l'histoire avec Samy Frey, donc c'est l'histoire d'un couple qui était sur le point de se séparer. Vous, à l'époque, ça allait plutôt bien encore avec votre mari, et puis en 73, vous divorcez. Il y avait déjà des problèmes. Ah bon? Il y a toujours eu des problèmes, vous voulez dire? C'était une histoire, vous savez... Mais c'était le coup de foudre, vous l'avez épousé sur un coup de foudre. J'étais une enfant, quoi. Je pensais que tout était possible. Alors voilà, ça c'était la première fois où vous avez... alors on va pas parler de votre mari d'aujourd'hui parce qu'il n'aime pas qu'on parle de lui, donc on n'en parlera pas. Voilà. Je ne sais pas de qui vous parlez, je ne le connais pas. Très bien. Donc première collision entre votre vie privée et votre vie professionnelle, disons, c'est ce film où finalement qui racontait un petit peu ce qui allait vous arriver. Et puis la deuxième chose, c'est la boum, c'est-à-dire que quand vous jouez dans la boum, vous avez les mêmes problèmes avec votre fille Marie Adam, donc qui est comédienne, qui est devenue comédienne elle aussi, qu'à un moment elle vous dit, mais maman, ce que tu es en train de me dire, on dirait les dialogues de la boum. Oui, mais ça m'a permis de désamorcer certains rapports très tendus et très, très autoritaires, parce que, en plus, mon problème, c'est qu'elle avait 2 ans de moins que Vic. Donc, à 11 ans, elle me demandait déjà d'aller en boum, c'était un peu dur. Oui, là, vous avez été... vous avez dit une très belle chose sur votre fille, elle s'appelle Marie, et vous avez dit que Marie, c'est l'anagramme de aimer. Oui, c'est vrai. Je trouve ça assez joli. Alors, elle a eu le droit d'être comédienne quand elle aurait le bac, hein. Et le lendemain du bac, elle est venue vous dire... J'ai trouvé mon prof, Vera Greg, t'occupe de rien surtout et t'en mêle pas. Voilà, et en 69, vous avez joué ensemble dans le Château des Oliviers, un rapport assez conflictuel. Alors, le Château des Oliviers, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment la preuve, vous avez eu raison de faire confiance à la télévision, parce que ça vous a permis de devenir une grande actrice populaire française, et puis d'avoir un 7 d'or, enfin, vous avez été reconnue à travers la télé autant qu'à travers le cinéma, finalement. En fait, moi, j'aime tout, mais c'est vrai que ce que j'aimerais, c'est toujours me balader comme ça de l'un à l'autre. De la télé, au théâtre, au cinéma. J'ai pas un tropisme particulier pour l'un des trois. Je suis au fond assez volage. Alors, vous avez un autre truc, c'est que vous souriez toujours. Alors, quand on vous dit ça, vous dites « c'est l'orgueil qui me rend lisse. Quand je traverse le chaos, je préférerais mourir que de dire ce qui ne va pas. » Là, il y a peut-être quelque chose d'assez ch'ti, d'assez dur. Et finalement, on se demande toujours, quand on vous voit, si au-delà de votre apparence joyeuse, sereine, etc., il n'y a pas une brèche, si c'est pas si finalement votre sourire, c'est pas un peu la politesse du désespoir. Je suis pas désespérée, mais j'ai des hauts et des bas. Je suis assez, comme disait la concierge d'un de mes amis, assez cycliste. Ouais, assez cycliste, oui. Ouais. Et dans les moments où je suis en bas, je vais comme une tortue sous la terre. Oui. Mais je pleure volontiers aussi. Je trouve ça très agréable. Seulement le problème après, c'est que ça fait vraiment des très très gros yeux. Donc c'est pour ça que dans ces moments-là. Une très belle histoire, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est vous qui l'avez racontée. C'est cette Vietnamienne qui vient de perdre ses enfants, son mari et sa maison. Vous vous souvenez de cette histoire? Et on lui demande pourquoi elle sourit. Oui, elle dit l'habitude du malheur. Enfin, c'est pas mon cas, franchement, si tout le monde était malheureux comme moi, ça irait. Donc ça va, donc il n'y a pas derrière cette apparence souriante, volontairement et toujours souriante, il n'y a pas non plus, vous ne cachez pas un drame existentiel profond, ça va, rassurez-moi. Existentiel, non, mais écoutez, franchement, je crois que tout le monde, à un moment donné, dans la vie, rencontre des épreuves.
Et nous, on est des clowns. Notre rôle, le vôtre, le mien, finalement... c'est pas très loin. C'est pas très loin. Je crois qu'on est là un peu pour amuser et faire rêver et pas se prendre trop au sérieux. Vous avez dit une belle chose, d'ailleurs. On peut pas dire que vous soyez une star. Vous êtes très connu, vous n'êtes pas devenu une star. Mais vous avez dit quelque chose de très beau sur les stars, et je voudrais qu'on termine là-dessus. Vous avez dit une star, elle, comme une étoile, hein, elle donne la lumière qu'elle reçoit. C'est vrai que les étoiles, ça brille parce que c'est éclairé. Moi, je crois que je dois beaucoup au public et je dois beaucoup aux gens qui me sont fidèles. Et d'une certaine manière, j'ai qu'une envie, c'est de ne pas les décevoir. Ouais. Et à part ça, j'espère continuer. Mais est-ce que vous n'êtes pas devenue, je disais, une star au sens médiatique du terme, parce que vous avez toujours voulu protéger votre vie privée? Il y a des choses de vous que vous... Vous savez bien, quand on est star, on est obligé de laisser entrer les journalistes à la maison, d'une certaine façon. Vous savez que moi, je suis pour la multiplicité des cultures. Ouais. Je crois que dans le mot star, ce que j'aime pas, c'est que c'est exclusivement anglais. Par contre, j'adore le mot étoile. D'abord parce que dans le mot étoile, il y a quelque chose d'archaïque, d'ancestral, et que moi aussi, je suis derrière une étoile et je cherche comme tout le monde. Donc, ce que j'aime pas dans la notion de star, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on attend de nous de dire des vérités premières et éternelles. Ouais. Et je crois, comme Jacques Prévert, que le plus important, c'est la liberté, c'est de ne pas avoir d'étiquette, c'est de pouvoir rire quand on a envie de rire, pleurer quand on a envie de pleurer. Je suis comme je suis faite comme ça, c'est ce que dit Prévert. Pour finir, est-ce que dans le spectacle de Prévert, donc, qui est à la Maison de la Poésie, avec Catherine Arditi, est-ce que vous dites le poème, est-ce qu'il est question du poème sur Louis I, Louis II, Louis III, Louis IV? Non, on ne le dit pas, on ne veut pas vous faire de la peine. C'est qu'il a oublié Louis XIX. Je voulais vous dire qu'il a oublié. Parce qu'il dit, qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui ne savent pas compter jusqu'à 20 en s'arrêtant à 18, mais il y a eu un Louis XIX. Exactement. Je lui dirai à Prévert. Merci en tous les cas. On poursuit avec notre coup de zoom sur Don Juan au Théâtre de l'Odéon jusqu'au 27 mai. Une version où l'on peut enfin écouter dans son intégralité le propos trop longtemps censuré du blasphémateur libertaire réinventé par Molière. Karine Roy est allée au diable, Magnéto. Moi j'aime beaucoup Paris Première aussi. Mais enfin il ne faut pas le dire parce qu'on a l'air d'être les chebottes, des magots, etc. Attends, non. S'il vous plaît. Tout le beau de la passion est fini. Ambiance électrique avant la première de Don Juan de Molière, mise en scène par Brigitte Jacques au Théâtre de l'Odéon. Une pièce sulfureuse qui a été interdite en 1665, dès sa deuxième représentation par le roi de France, jugée trop irrévérencieuse envers l'Église. Et oui, cette pièce ne fut jamais jouée du vivant de son auteur. Pendant 100 ans, le public ne connut que la version censurée, réécrite en vers par Thomas Corneille. Mais grâce à une version qu'on suppose écrite par des spectateurs eux-mêmes, la version d'Amsterdam, on peut aujourd'hui monter Don Juan dans sa quasi-intégralité, avec notamment la fameuse scène du pauvre qui fit scandale à l'époque. La scène du pauvre est extraordinairement importante, elle est même au cœur de l'œuvre et c'est le moment où, comme vous savez, Don Juan demande aux pauvres de jurer. Et alors ça, nous n'aurions pas le texte si nous n'avions pas la version d'Amsterdam. Oh, monsieur, vous voudriez que je commisse un tel péché? Il n'y a qu'à voir si tu veux gagner un louis d'or ou non, aussi, hein, que je te donne. Si tu jures, tiens, il faut jurer. Monsieur, à moins de cela, tu ne l'auras pas. Va, jure un peu. C'est une pièce polémique, provocatrice, et en particulier qui tourne autour de la question du rapport à Dieu et à la religion. Évidemment, elle dénonce la fausse dévoterie. L'hypocrisie est un vice privilégié qui, de sa main, ferme la bouche à tout le monde et jouit en repos d'une impunité souveraine. Ça entraîne un désordre de la société ambiante. Donc je pense que ça a été l'une des raisons de cette censure. Laissez-lui croire ce qu'elle voudra laisser là, se flatter dans son imagination. Je vous adore, je suis tout à vous, tous les visages sont laids auprès du vôtre. C'est un Don Juan qui se love dans les propositions des autres. Il y a de longs silences qu'il oppose au discours des uns et des autres et qui lui permettent de subvertir les discours de quelque ordre qu'ils soient. Cesser de faire de Molière le Père Noël du théâtre français, je dirais, et en faire de la confiserie rassurante pour passer une bonne soirée.
Là, alors je m'inscris un peu en faux contre ça. La mise en scène de Brigitte Jacques est lumineuse comme l'interprétation de Recep Mitrovica. Elle s'inscrit dans la lignée de Jouvet et Villard, qui ont les premiers révélé la complexité subversive de Don Juan, séducteur moderne et libre penseur. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.